Novak Djokovic contre-attaque, interdit d'entrer en Australie pour raisons sanitaires. Il affirme être exempté de vaccin car il aurait contracté le Covid-19 en décembre dernier. Sur le fond, comme sur la forme, Emmanuel Macron assume ses attaques contre les non-vaccinés, des personnes irresponsables, selon le président français. Au Kazakhstan, les soldats russes continuent d'arriver. Leur présence inquiète les États-Unis, qui redoutent la prise en main du pays par Moscou. Novak Djokovic ne renonce pas. Interdit d'entrer en Australie pour raisons sanitaires, il estime pouvoir être dispensé de vaccination car il affirme avoir contracté le Covid-19 en décembre. Dans un document déposé auprès du tribunal fédéral, ses avocats font valoir que le joueur a fait l'objet d'un premier test positif le 16 du mois dernier, ce qui vaudrait en effet exemption. Son recours doit être examiné lundi par la justice australienne. En attendant, le numéro 1 mondial de tennis a demandé à pouvoir quitter le centre de rétention de Melbourne afin d'être en mesure de s'entraîner. En Australie, où vit une importante communauté serbe, une centaine de supporters et de militants anti-vaccins se sont réunis devant le centre de rétention. L'imbroglio australien pose déjà des questions quant à la suite de sa saison, notamment aux États-Unis, à commencer par Indian Wells et Miami au printemps. Le vaccin est obligatoire pour passer la frontière américaine. Emmanuel Macron assume. 2 jours après avoir dit dans une interview vouloir emmerder les non-vaccinés, le président français est revenu sur la polémique. Lors d'un point presse organisé à l'occasion du début de la présidence française du Conseil de l'UE, il s'est justifié, ne voyant aucune maladresse dans son expression. On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Quand certains font de leur liberté qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Les mots du président ont provoqué un tollé dans l'opposition et retardé l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi sur le pass vaccinal. Pour nombre de Français, cette tentative de faire peser la responsabilité de la pandémie sur les non-vaccinés a du mal à passer. Tous les vaccins qu'on a à faire quand on est enfant, etc., avec les rappels. Mon fils a tous ces vaccins, c'est celui-là. Le vaccin de la grippe, chaque année, je ne le fais pas non plus. Voilà, parce que j'estime que je ne suis pas une personne à risque. Là, c'est la même chose. Et d'autant plus qu'on nous conditionne, tout est conditionné par ce vaccin. Moi, personnellement, je ne fonctionne pas au chantage. Avec plus de 328 000 cas recensés lors des 24 dernières heures, la France est aujourd'hui l'un des pays les plus durement touchés par la nouvelle vague. Le variant Omicron est désormais majoritaire, représentant 80% des nouvelles contaminations. Personne ne sait vraiment combien ils sont et combien de temps ils resteront. Des soldats de l'armée russe arrivent ces dernières heures au Kazakhstan à bord d'avions de transport militaire. Ils sont déployés dans le cadre de l'organisation du traité de sécurité collective, un accord de défense mutuelle dont font partie 5 pays considérés par Moscou comme son précaré. Appelé à l'aide par le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, cette mission de maintien de la paix est en réalité là pour maintenir le pouvoir en place dans l'un des pays les plus riches en ressources naturelles de la région. Une mission qui inquiète Washington. Nous avons clairement indiqué que nous condamnons la violence commise par quiconque, y compris la violence dirigée contre les institutions de l'État et du gouvernement. S'agissant de l'organisation du traité de sécurité collective, nous avons des questions sur la nature de la demande, sur les raisons de cette demande. Nous cherchons à en savoir plus à ce sujet. Ce qui se passe là-bas est différent de ce qui se passe aux frontières de l'Ukraine. Cela dit, je pense qu'une leçon de l'histoire récente est qu'une fois que les Russes sont chez vous, il est parfois très difficile de les faire partir. Après 2 jours de violence, les rues d'Almaty sont vides et jonchées de véhicules incendiés. Partie de revendications concernant le prix du gaz, les manifestations ont été durement réprimées. Un bilan officiel certainement très sous-estimé fait état de 3800 arrestations et au moins 26 morts. Les steppes du nord-est du Kazakhstan sont le berceau d'une grande partie des crypto-monnaies et ces bit-hangars forment l'un des plus vastes complexes du marché des devises virtuelles.
Nous sommes ici à 300 km de Nour-Sultan, la capitale du pays, loin des troubles qui secouent les grandes villes, et pourtant les conséquences se font sentir jusqu'ici et bien au-delà. Face aux contestations, le président Tokayev a coupé les connexions Internet et privé le marché des crypto-monnaies de la puissance de calcul des ordinateurs kazakhs. Selon l'université de Cambridge, le Kazakhstan représentait à lui seul l'année dernière 18% des blockchains qui composent les bitcoins. Le système de création des crypto-monnaies est pensé pour s'adapter à la puissance de calcul disponible dans le monde, mais les acteurs du marché s'inquiètent malgré tout. Et en milieu de semaine, le cours du bitcoin a enregistré une forte baisse. Le futur conjugué au présent, les robots au cœur du CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial en matière d'innovation technologique. Ce bras robotique qui filme répond au mouvement des humains. Pour les exposants du salon, c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui, faire en sorte que robots et intelligence artificielle travaillent en harmonie avec l'homme. Ce bras robotique peut être adapté pour faire à peu près tout, jouer de la batterie ou bien trier des pommes. Faut-il s'inquiéter de la place que pourraient prendre ces robots, des emplois pourraient disparaître, ou bien faut-il s'en réjouir ? Pour cette exposante, une chose est sûre, le robot doit rester sous contrôle de l'homme. Les robots industriels ne devraient pas être ensemble avec les humains, car il faut qu'il y ait une barrière. Les robots collaboratifs sont dotés d'un capteur, de sorte que lorsque vous touchez le robot, il s'arrête automatiquement. So when you touch the robot, it just automatically stops. Pour les mordus de technologie, le principal défi sera de convaincre les humains qu'il n'y a rien à craindre des robots. En tant qu'humains, nous avons été programmés pour voir des films de science-fiction et pour penser que tout ce qui a des jambes doit être une menace pour nous. Mais il est intéressant de constater qu'on ne voit pas la même perspective avec les robots sur roues. Il y a quelque chose dans les jambes qui fait que notre cerveau humain pense que cela va être une menace pour nous. Et ce n'est pas le cas. La première réaction de certaines personnes est de penser « Oh, c'est un peu effrayant ». Mais la réalité est qu'il s'agit d'une voiture télécommandée avec des opérateurs amicaux derrière elle. Nous pouvons programmer une barrière dans le programme pour que le robot puisse être arrêté. Vous pouvez limiter son espace, c'est pour ça que ce robot peut être meilleur avec les humains. À chacun et chacune de se faire son idée. Pour cette année, le CES s'est terminé, le salon a refermé ses portes ce vendredi. C'est peut-être une nouvelle espèce de dinosaure qui a été découverte complètement par hasard. Un musée des Pays-Bas pensait avoir acheté un diplodocus, mais après des analyses notamment menées par un stagiaire étudiant en maîtrise, le squelette diverge légèrement. Des scientifiques doivent encore valider la trouvaille et peut-être donner un nom à ce géant inconnu. Plus de 16 ans après les révélations du Washington Post quant à l'existence d'un réseau de prisons secrètes de la CIA, la Lituanie a ouvert à la presse les portes de l'une d'entre elles. Cette visite intervient au moment même où le ministère lituanien de la Justice confirme avoir versé une indemnité à Abu Zubaydah, l'un des cerveaux présumés des attentats du 11 septembre 2001. Il affirme y avoir été détenu et violenté. Chacun de ces livres est un événement. Michel Houellebecq a publié ce vendredi son 8e roman intitulé Anéantir. 736 pages dans le plus pur style de l'auteur, entre critique acerbe de la société contemporaine et humour ravageur. Imprimé à 300 000 exemplaires, l'ouvrage devrait rencontrer un franc succès en librairie. Je pense que c'est le plus grand écrivain français vivant, d'une part, et aussi c'est contre-culturel, c'est un mâle blanc hétérosexuel, donc c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de la vraie littérature, honnête, sincère. C'est une vision assez pessimiste que je partage complètement. Et je trouve qu'il dépeint des personnages complètement paumés, qui ont du mal à s'inscrire dans ce monde qui va trop vite, parfois dématérialisé. Et je trouve ça absolument passionnant. Ça fait du bien de lire du Houellebecq.
Anéantir dépeint le parcours de Paul Raison, haut fonctionnaire au ministère français de l'économie et des finances, confronté à la vacuité de son existence. Un personnage 100% houellebéckien qui ne décevra pas les inconditionnels de l'auteur.